les données non structurées. Alors, c'est sûr qu'il y en a plein des données non structurées, puis si vous ne saviez pas trop ce que c'était, vous pouvez les trouver partout, en fait. C'est des données qu'on cherche sur Google, c'est des données qui sont dans des textes, dans des rapports. Ça peut être des rapports financiers, ça peut être des rapports de développement durable, parce que c'est ce qu'on regarde en ce moment dans un des projets en particulier. Ça peut être des discours, ça peut être des endroits, comme là, je prenais le cas de PriceGrabber, où vous avez des prix, mais les prix ne sont pas structurés comme il faut, et parce qu'on peut avoir d'autres éléments par rapport, par exemple, à la marque, le produit, la vente, des choses comme ça, puis aussi des données qui sont sur les réseaux sociaux, des données qu'on utilise de plus en plus déjà depuis quelques années, où on avait regardé, par exemple, lors des élections, des choses comme ça. Alors, en tout cas, donc moi, c'était un premier survol, évidemment, de ce qu'on fait, en fait, au Cyrano dans nos projets et finalement, les outils qui sont utilisés pour avoir à la fois une puissance de calcul et une puissance méthodologique. Alors, j'en profite juste pour faire une petite pub au passage, c'est que dans le dernier Québec économique qui a été publié en fait l'année dernière, qui est toujours disponible, qui est disponible sur notre site, que vous pouvez télécharger, il y avait 2 des chapitres en particulier qui portaient sur la science des données. Donc, en fait, n'hésitez pas à aller sur notre site pour télécharger, en fait, si ça vous intéresse. C'est des beaux exemples de survol, en fait, aussi des projets qui sont faits. Donc, merci beaucoup. Et là, j'ai passé la parole à Dalibor pour nous parler en fait de données non structurées et plus précisément des modèles qui utilisent des données de Google Trends. Bon, merci Nathalie. Donc, je vais partager l'écran. Et voilà. Donc, en principe, vous êtes supposé de voir la présentation. Donc, je vais vous parler d'un exemple d'un travail qu'on avait fait pour Cyrano juste avant la pandémie. Donc, ça a été fait avec Hugo Couture, qui était dans le temps mon étudiant de maîtrise. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce que l'information qui pourrait se cacher dans les Google Trends, donc dans l'intensité des recherches de mots-clés sur Google, donc est-ce que cette information-là pourrait être utile lorsqu'on veut faire de la prévision de certaines variables macroéconomiques? En particulier, on s'est intéressé à la prévision des variables de marché du travail comme l'emploi, le taux de chômage, les heures travaillées, etc. Pourquoi? Parce que ça avait déjà été fait un peu pour les États-Unis, puis on voulait voir est-ce que la même chose là, pourrait servir dans le cadre des variables canadiennes ou variables québécoises. Et par la suite, on a utilisé également ces modèles et l'information des Google Trends au début de la pandémie. Parce que si vous vous rappelez, les données sur le chômage, par exemple, au Québec ou au Canada, pour le mois de mars et avril en 2020, on parlait de 13, 15 ou 17 %, ce qui était complètement hors norme de point de vue historique. Et donc, c'est clair que les modèles standards de prévision, ils ne pouvaient pas donner ces chiffres-là. Donc, il fallait aller chercher de l'information autre que ce qu'on avait dans les indicateurs habituels. Et on avait trouvé que utiliser les Google Trends là, pouvait améliorer la prévision là, de ces variables-là en début de pandémie. Donc, on verra ces exemples-là durant la présentation. Donc, les motivations, bon, je pense que vous êtes tous ici pour ces motivations-là. C'est parce qu'on veut voir qu'est-ce que les données non structurées peuvent faire. En particulier ici, on s'intéresse au Google Trends comme un exemple de données non structurées. Et plus précisément, on veut voir est-ce que ces données de navigation ont de l'information pertinente pour mesurer l'activité macroéconomique. Puis ce qui est important avec l'activité macroéconomique en particulier, c'est que souvent, ce sont des concepts qui ne sont pas observés, n'est-ce pas, ou qui prennent du temps avant d'être observés ou estimés par les agences statistiques. Donc, on va voir pourquoi, dans ce contexte-là, en particulier, les données de Google Trends peuvent être intéressantes. Donc, ces données sont disponibles très rapidement et permettent d'effectuer de la prévision en temps réel, contrairement à bien d'indicateurs typiques macroéconomiques qui sont publiés avec un retard et qui peuvent aussi être révisés de temps à autre. Puis cette propriété a été très utile, surtout durant la période de la COVID ou du moins dans le début de la pandémie. Pour la littérature, on ne regardera pas tous ces travaux-là, juste pour dire que c'est une littérature qui est très récente.
ce qui est tout à fait naturel parce que les Google Trends sont disponibles seulement depuis 2004. Donc, n'essayez pas de chercher des travaux là, avant les années 2005-2006, si ce n'est pas plus tard. Donc, ça a été utilisé à plusieurs sources. Là, ici, on a juste répertorié quelques travaux là, où, avec succès, on a démontré que l'information dans les Google Trends pouvait améliorer la prévision là, de certaines variables comme le taux de chômage, la consommation, la production industrielle, etc. Donc, qu'est-ce que c'est les Google Trends? Donc, le Google, il met à notre disposition, c'est un genre d'indice de popularité selon la période et la région géographique pour laquelle on veut avoir les données. Googlez simplement Google Trends et vous allez tomber sur la page de Google Trends et là, vous verrez que c'est extrêmement facile d'utiliser. Le seul problème, il faut trouver les mots-clés qui sont pertinents. Puis ça, Google ne vous aidera pas là-dessus. Donc, c'est à vous de savoir quel est votre problème, quelle est la mesure que vous voulez améliorer pour trouver les bons mots-clés. Donc, c'est un indice qui est normalisé entre 0 et 100. Donc, dépendant si vous utilisez les données qui sont à haute fréquence ou en mensuel, il va falloir faire un peu attention avec cette normalisation-là. Puis, ce sont les données qui sont disponibles de janvier 2004 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez les avoir à la minute jusqu'à la fréquence mensuelle, si vous voulez, avec certaines restrictions. Donc, quand plus la fréquence est haute, plus il y a des restrictions qui sont données par Google. Quelques exemples. Donc, si vous allez sur Google Trends et vous demandez l'indice de popularité du mot unemployment et vous choisissez comme région le Canada, vous allez obtenir cette ligne bleue. Si vous tapez plutôt layoff, mais vous obtenez l'autre. Donc, vous avez ça, donc vous voyez ça à travers le temps, donc de 2004 à 2021. La zone grise ici, ça c'est la récession au Canada telle qu'identifiée par CD Howe. Et donc, on voit que le mot unemployment a commencé à être de plus en plus recherché durant la récession de 2009. Puis, c'est encore plus frappant ici, là, en début de la pandémie. Donc, vous voyez que ça coïncide avec le cycle macroéconomique. Maintenant, la question, c'est est-ce que les gens ils se mettent à chercher plus le mot unemployment parce qu'ils savent qu'on est en récession. Donc, les recherches sont générées par l'état de nature de l'économie qui est observé par tout le monde, ou bien c'est précurseur, c'est-à-dire que les gens ils commencent à faire ces recherches-là avant même que l'économie, avant même que tous les agents économiques comprennent qu'on se trouve en récession. Et c'est dans ce cas-là qu'ils deviennent intéressants de point de vue prévisionnel. Si c'est juste une réaction à l'état de l'économie, ces données-là ne pourront probablement pas nous servir à la plupart des problèmes de prévision. Mais si c'est plutôt un précurseur, c'est là qu'ils vont trouver leur intérêt. Des exemples pour le Québec. Donc, si vous cherchez le mot télétravail, donc vous voyez que depuis 2004, le mot télétravail, il est presque inexistant. Puis là, soudainement, ça explose là, depuis la pandémie. Okay? Ou le mot récession. Donc, les gens ont cherché le mot récession durant la récession de 2008-2009. Aussi en 2015, vous vous rappelez qu'en 2015, là, on a su qu'on était en récession technique. Donc, on avait 2 baisses consécutives du PIB. Puis, donc, vous voyez que les gens ont beaucoup cherché le mot récession et énormément durant la COVID également. Donc, ça, c'est des exemples de mots-clés. Donc, les Google Trends peuvent représenter l'intérêt ou l'attention que porte la population à un sujet précis et normalement aussi intéresse là, pour approximer un objet qui est normalement difficile à mesurer. Et donc, ce qui est aussi très bien, c'est que c'est disponible à temps réel. Donc, on peut l'utiliser pour faire la prévision pour la période en cours. Donc, c'est ce qu'on appelle ici là, du nowcasting.
Maintenant, la sélection des mots-clés. Donc, les possibilités de recherche de mots-clés sont quasi illimitées. Mais il existe des logiciels ou des outils là, qui peuvent nous aider dans l'identification des mots-clés importants pour des objets d'intérêt. Donc, il y en a un qui s'appelle AdWords ou Keywords Planner. Donc, par exemple, si le sujet, c'est l'emploi, ben, cet outil propose des mots-clés comme recherche emploi, trouver du travail, etc. Donc, vous pouvez vous servir de, si vous savez pas, si vous n'avez pas déjà un ensemble de mots-clés là, qui vous intéressent, que vous avez seulement un sujet qui vous intéresse, mais vous pouvez trouver les mots-clés là, avec cet outil-là. Et donc, ben, vous pouvez facilement vous ramasser avec des milliers de mots-clés. Okay? Ce qui peut être un problème de dimension dans ce cas. Donc, nous, ce qu'on a fait, ben, on a fait un exercice de prévision. Donc, on s'est posé la question, est-ce que les données de Google Trends peuvent aider à prévoir, à faire du nowcast ou à prévoir un mois en avance des données sur l'emploi, le taux de chômage, les heures travaillées pour le Canada et le Québec. Donc, si vous voulez voir les détails de tout ça, bien, il y a un cahier, il y a un rapport Cyrano là, que vous trouverez sur la page web du Cyrano qui porte sur ça. Donc, ici, je ne vous montrerai pas les modèles parce que on n'aura plus de temps là, de discuter. Donc, vous irez voir là, dans le document toute la mécanique. Je vous montrerai juste ceci. Donc, quand on fait la sélection, donc là, pour ce travail-là, on a procédé au départ là, à une présélection d'à peu près quelques milliers de mots-clés. Et donc, il fallait réduire la dimension. Donc, on ne pouvait pas utiliser ces milliers de mots-clés-là pour l'analyse. Et donc, on a utilisé un algorithme qui nous a donné les mots-clés les plus importants. Et donc, vous les voyez ici, là, donc dans le nuage de mots, pour le Canada, ce sont les mots-clés comme interview, resume, letter, questions, etc., qui sortent les plus importants. Pour le Québec, c'est l'emploi, travail, chômage, etc. Donc, vous pouvez aussi sortir ces nuages de mots pour apprendre quels sont les mots-clés les plus importants pour le sujet qui vous intéresse. Donc, les modèles de prévision, on les passe. Allons à la pandémie. Donc, comme je disais au début de la pandémie, parce que c'est là que vraiment qu'on va voir l'utilité de cette information-là. Donc là, on est au début de la pandémie. Je pense qu'on était en début avril, puis j'avais parlé avec Hugo. J'ai dit, ben là, il faudrait qu'on utilise là, ces mots-clés-là pour mettre à jour durant le mois les valeurs là, du taux de chômage. Donc, si vous voulez savoir le taux de chômage du mois courant, ben, vous ne pouvez pas. Vous devez attendre le début du mois prochain, hein, que le StatCan sorte le chiffre là, basé sur un sondage là, qui est effectué durant le mois. Et nous, donc, ce qu'on voulait faire, ben, on s'est dit, les Google Trends, on peut les sortir de façon hebdomadaire. Donc, ça voudrait dire que 4 fois durant le mois courant, on pourra mettre à jour la valeur du taux de chômage du mois courant. Donc, avant même que Statistique Canada sorte le chiffre. Okay? Donc, c'était ça l'objectif. Puis ça, on peut le faire parce que les Google Trends sont observables en temps réel. Okay? Donc, quelques exemples ici, mais regardons le cas du taux de chômage pour le Québec. Donc, en noir ici, bien, ça, c'est la vraie valeur. Donc, vous voyez qu'au mois d'avril, on avait un taux de chômage de 17 mois de mai, ça baissait à 13 quelques %, et ainsi de suite. La prévision par un modèle autorégressif, ce qu'on va appeler une prévision standard qui n'utilise pas d'informations de Google Trends, bien, vous voyez qu'elle est complètement en retard. Là. Donc, le modèle prédit pour le mois d'avril 8 %, puis c'est seulement le mois d'après qu'il va y avoir un overshoot. Là. Donc, ça, c'est tout à fait normal pour un modèle autorégressif. Qu'en est-il des modèles qui utilisent, puis ce n'est pas juste le modèle autorégressif, on en a considéré d'autres, là, on n'arrivait jamais à bien prévoir là, ces gros chiffres là, pour le taux de chômage. Qu'en est-il de différents modèles qui utilisent les Google Trends? Bien là, pour le mois d'avril, on avait donc prédit
les taux de chômage entre 13 et 14 %. Et par la suite, on voyait qu'on suit très bien l'évolution du taux de chômage, là, au moins durant quelques mois. Okay? Donc, ça, c'était juste pour vous dire que lors de ces épisodes-là où les données standards ne peuvent pas nous aider ou n'ont pas simplement pas l'information sur le phénomène en cours, c'est là que les données non structurées, puis dans l'exemple ici, les Google Trends, peuvent être très utiles. Donc, pour conclure, les Google Trends peuvent contenir de l'information pertinente, surtout plus rapidement que les indicateurs standards, et peuvent être également particulièrement utiles lors des périodes de crise et aussi peuvent approximer l'information autrement difficilement mesurable par les indicateurs standards. Puis là, on peut penser aux sentiments, on peut penser aux anticipations, etc. Donc, l'idée générale, en fait, c'est pas de remplacer l'information que vous avez déjà dans les indicateurs standards par les Google Trends, parce que là, ça ne sert absolument à rien. Là, il faut plutôt trouver les situations où ces données non standards vont porter une information ou vont mesurer des concepts là, qui sont autrement non mesurables ou difficilement atteignables. OK? Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Merci beaucoup, Dalibor. Donc, on va passer la parole maintenant à Thierry. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Voilà, merci de me dire si ça fonctionne. Oui, tout est bon. Oui, excellent, merci. Donc, moi, je vais continuer en fait sur la logique de ce que présentait Dalibor. Je vais être à un niveau peut-être un peu plus épistémologique. Je vais vous parler de l'intérêt en fait de ces données non standards, de ces données structurées et non structurées en particulier. Pour le chercheur que je suis. Et puis, je vais développer deux petites applications en fait, sur lesquelles j'ai travaillé par le passé. Donc, et puis une sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, je vais vous parler des données structurées, des données non structurées, les différences. Je vais vous parler aussi des modèles et puis ce qui a changé dans la modélisation. Rapidement, hein, je vais prendre 10 minutes. Et puis, je vais vous parler également d'une application sur les banques centrales que je trouve intéressante, et puis un projet de recherche sur lequel je travaille en ce moment sur les accords de libre-échange. Je vais pouvoir aussi vous mettre dans le fil de discussion, si je retrouve sur mon autre écran. Je ne les vois pas, en fait. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai le lien. Ça y est, je l'ai trouvé. Je peux vous mettre le lien de cette présentation. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi avoir cette présentation. Alors, en ce qui concerne les données structurées, les données non structurées, les données structurées, c'est les données financières traditionnelles, par exemple, les données macroéconomiques. Et aujourd'hui, ces données, on y a accès dans le contexte de l'économie numérique. Évidemment, on y a accès de façon de plus en plus facile. Comme disait Nathalie, dans les années 90, à l'époque où on faisait notre doctorat. Enfin, Nathalie est beaucoup plus jeune, donc elle l'a fait plus tard, mais en ce qui me concerne, à l'époque où je faisais mon doctorat, c'est vrai qu'on avait très peu de puissance de calcul. C'est vrai que c'était le début de l'Internet. Il fallait encore, et puis j'en suis très content, aller à la bibliothèque pour avoir accès à toute l'information. Et on tapait nous-mêmes parfois des données et des données issues de livres qu'on transcrivait. Donc ça, c'est les données structurées. Les données non, mais elles sont devenues massives aujourd'hui et facilement d'accès, très peu coûteuses en termes d'accès. Les données non structurées, et je les mets ici, c'est mon deuxième point, dans le contexte des sciences sociales. C'est particulièrement intéressant parce que nous allons chercher d'autres types de données. Donc, Dalibor a parlé des Google Trends, Nathalie a parlé aussi d'une combinaison de données structurées et non structurées sur le site, par exemple, pricegrabber.com, où vous avez l'évaluation dans des commentaires par les gens du produit, de sa qualité, etc. Donc, on peut aller chercher énormément d'informations avec ces données non structurées. Et ce qui est
On a aussi, j'ai entendu, on a mentionné les rapports annuels, les rapports financiers, etc. Dans le contexte des ESG, dans le contexte des EDI, c'est extrêmement important d'aller chercher ces informations. Mais j'aimerais insister sur une différence. Donc ça, c'est la différence de nature, d'ADN, si on veut, entre les données structurées et les données non structurées. Mais en travaillant sur ces sujets-là, et en particulier sur les données non structurées, je me suis rendu compte tout doucement qu'en réalité, lorsqu'on parle des données non structurées, on parle des données qui sont bien souvent fabriquées par l'humain par rapport aux données structurées. Donc, les données non structurées, si vous pensez à des rapports annuels, si vous pensez à des rapports financiers, ce sont des textes, donc le texte comme données, ce sont des textes qui sont produits par définition par l'humain, et donc d'une certaine façon, ça peut nous servir de mesure de perception de ces groupes sociaux qui sont considérés, de ces entreprises, etc., etc. Donc, pour moi, c'est un autre niveau. Ce n'est pas juste données structurées versus ou et données non structurées. On est à un autre niveau dans l'analyse lorsqu'on considère des données non structurées. Et en tant que chercheur, je trouve que c'est important de se souvenir de cette caractéristique parce que c'est particulièrement intéressant. Et souvent, on oppose données structurées versus données non structurées. C'est pour ça que je mets un grand « et ». En réalité, non, dans le portefeuille d'outils et de données de l'économiste, eh bien, ça fait partie des nouvelles données auxquelles on a accès aujourd'hui grâce à vos iPhones, etc. On a accès à énormément de données non structurées et on est capable aujourd'hui, par exemple, un rapport qui est au format PDF, on est capable, à travers des techniques de traitement automatique de langage, d'analyser les contenus et d'en sortir effectivement de l'information qui sera pertinente pour la prise de décision de l'organisation, qu'elle soit privée, une entreprise ou un gouvernement, par exemple, dans le contexte de ses politiques publiques. Donc, souvent, on parle donc de données massives, mais il faut aussi parler parfois aussi de données intelligentes. Elles ne sont pas forcément massives, mais elles sont pertinentes. Et comme le mentionnait Dalibor, on parle de données, des nouvelles données en fait issues de l'économie numérique. Et elles ont deux caractéristiques au moins. C'est qu'elles sont en temps réel, ces données de l'économie numérique, et elles sont aussi non standards. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser des Google Trends, on peut, par exemple, recréer le PIB d'une économie en temps réel avec, si vous me donnez accès à certaines données auxquelles le gouvernement a accès, et au lieu d'utiliser nos méthodes en macroéconomie, je vais en donner une qui est consommation, investissement, balance commerciale, dépenses publiques dans les comptes nationaux, au lieu de faire une somme qu'on a assez souvent, mais pas en temps réel, bien là, vous pouvez mesurer peut-être le PIB de votre économie en temps réel. Donc, puis Dalibor nous a fait la démonstration avec Google Trends. Donc, c'est particulièrement intéressant de comprendre toutes ces dimensions et de combiner en fait la puissance de toutes ces nouvelles données. Donc, vous voyez que les économistes, on parle souvent qu'on est la dismal science, donc on n'est pas des gens très intéressants, mais en réalité, on est plutôt créatifs quand on commence à regarder les données et tous les types de données auxquels on peut avoir accès. On l'est aussi, donc on a nos modèles inférentiels, économétriques, de la science économique, qui sont toujours pertinents, mais on peut aujourd'hui, dans notre portefeuille d'outils, ajouter les modèles prédictifs qui sont issus du domaine de l'intelligence artificielle. Je viens juste de voir Dalibor avec un gros nounours. Et, donc, c'était moi. c'était une vision particulière. Et donc, mais vous voyez, je vous disais que les économistes, on est plutôt créatifs, c'est pas du tout dismal du tout. Donc, oui, on s'inspire de ce que les gens en informatique font, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec les modèles de réseaux neuronaux, avec les modèles d'apprentissage automatique et plus, en fait, au sens général du terme. Donc, l'intérêt, je vous disais, donc moi, je suis un petit peu plus à un niveau épistémologique. L'intérêt pour moi, chercheur, là, c'est que ça augmente la capacité informationnelle du chercheur et ça augmente aussi sa capacité décisionnelle.
on est capable d'aller chercher les meilleures données, les meilleurs outils pour affiner nos prédictions, en fait, si c'est ce qui nous intéresse. Donc, peut-être 2 applications. Donc, la première, c'est un projet que j'ai à cœur, en fait, c'est sur les discours des banques centrales. Donc, je le fais sur plusieurs banques centrales, mais celui dont je vais vous parler maintenant, c'est sur la Banque centrale européenne. Donc, ça, c'est le contexte de cette recherche. La question de recherche, c'est on a des modèles théoriques, en fait, il y a un concept, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais parce que sinon ça va vraiment être la dismal science, mais on a un concept théorique qui est celui de crédibilité des banques centrales. C'était particulièrement, donc c'est des modèles de théorie des jeux, c'est des modèles théoriques, et c'était particulièrement intéressant, tous ces modèles-là, au moment de la création de la Banque centrale européenne, parce que c'est une banque centrale nouvelle qui n'avait pas de crédibilité. Donc, par définition. Et du coup, il s'agissait de comprendre en fait quelle était la perception qu'ont les acteurs sur cette banque centrale. Donc, on peut réfléchir à plusieurs méthodologies, plusieurs méthodes. Celle qu'on a utilisée, c'est traitement automatique des langues, en anglais Natural Language Processing. Et on est allé télécharger en fait tous les discours de la banque centrale, enfin du banquier central, en réalité des banquiers centraux depuis l'existence de la Banque centrale européenne. Et on a fait une analyse en fait de ces discours. Donc on a fait une analyse des sujets et puis une analyse de sentiments sur ces discours. Alors c'est intéressant parce que vous avez 3 banquiers centraux, donc vous avez 3 personnalités différentes. On a aussi des contextes économiques qui sont différents. Vous avez la crise grecque, par exemple, vous avez la crise de 2008. Donc vous êtes capable de faire une analyse d'événements et puis de voir quels étaient les discours des banquiers centraux. Ce qui était aussi intéressant dans ce rapport, enfin dans ce travail, c'est que on se rend compte que dans les discours des banquiers centraux, il y a toujours 2 parties. Lorsqu'ils font leur discours, c'est la partie scriptée, donc c'est souvent le service des communications de la Banque centrale qui aide le banquier central à faire son discours. Et il y a une partie sur les questions des journalistes. Et c'était intéressant de faire le même exercice en fait sur les discours qui étaient plutôt scriptés et sur la façon dont les banquiers centraux répondaient en fait aux questions des journalistes dans le contexte économique du moment. Donc c'était vraiment intéressant. L'extension, ben, on peut imaginer, et puis ça, on l'a fait, sur quels sont les rapports annuels, est-ce qu'on peut faire une analyse des sujets en fait, de ces rapports annuels des compagnies, comment est-ce que ça résonne auprès des conversations sur les réseaux sociaux, par exemple. On a aussi fait de l'analyse des conversations, je pense que Benoît va pouvoir en parler, sur les réseaux sociaux à propos des élections au Canada, mais aussi à travers plusieurs pays. Donc, c'est voilà, un exemple de traitement d'analyse des langues en fait, appliqué au discours des banques centrales. Ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est dans le contexte des accords de libre-échange à travers le monde. Et donc, vous savez tous que c'est une période un petit peu tendue pour la mondialisation. Vous avez lu qu'il manque des puces pour les véhicules automobiles, etc. etc. Et dans ce contexte-là, en fait, où va la mondialisation? Donc, la question de recherche, c'est une question qui est une question de commerce international. C'est aussi une question qui est regardée sous l'angle de l'économie politique. Pareil, on a donc en économie politique, les gens utilisent les concepts de régionalisme, multilatéralisme, bilatéralisme, et notamment on oppose multilatéralisme au bilatéralisme. En fait, et c'est un point aussi que j'ai oublié de mentionner dans ma première partie, c'est que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas remplacer le chercheur, et pas remplacer ses outils, c'est moi, je suis incapable de lire 350 accords de libre-échange, ce qui est l'état des lieux aujourd'hui, les accords régionaux, il y en a 350. Donc, lire 350 accords de libre-échange en tant que chercheur et voir quelles sont les similitudes entre tous ces accords, entre tous les chapitres, etc., c'est absolument impossible pour un chercheur de faire ça, même pendant toute sa vie de chercheur. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ces nouvelles méthodologies, ces nouvelles approches, c'est d'aider le chercheur, je vous le disais tout à l'heure, à prendre de meilleures décisions
et avoir une meilleure capacité à analyser en fait tout ce qu'il est en train d'étudier. Donc là, c'est vraiment l'exemple type. Vous avez 350 accords de libre-échange, vous faites lire ça par des algorithmes et puis vous vous rendez compte qu'en réalité, même si on parle de bilatéralisme entre tel pays, tel autre pays, etc., vous voyez qu'il y a quand même des similitudes dans ces accords de libre-échange qui font qu'il y a comme une région informelle de libre-échange qui se met en place. Et cette région, elle n'est pas géographique au sens où c'est le Canada collé aux États-Unis, etc., mais ça peut être à travers la planète. Donc, c'est un travail sur lequel je travaille maintenant. Et vous voyez qu'il y a un intérêt un peu du chercheur geek parce qu'il faut faire du traitement d'analyse de la langue, mais donc du NLP, il faut calculer des similitudes, etc. Donc, il faut raffiner. Et puis, on découvre aussi les limites de ces méthodologies lorsqu'on fait ça. Mais il y a aussi un intérêt, comme je le mentionnais pour les banques centrales, il y a des approches théoriques que l'on peut transformer, que l'on peut défier, que l'on peut raffiner grâce à ces nouvelles approches empiriques et grâce à tout cet outillage et de dire, en fait, l'opposition entre multilatéralisme et bilatéralisme, alors qu'il y a des tonnes d'articles là-dessus, peut-être que ce n'est pas une opposition réelle et peut-être qu'on peut raffiner un peu mieux. Et si on a des meilleures prémices, ça veut dire qu'on peut avoir des meilleures politiques publiques, par exemple, et en tout cas des meilleures décisions. Donc, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans les données non structurées. Puis, je pense que je vais m'arrêter là, sinon on n'aura plus de temps. Merci. Merci beaucoup Thierry. Donc là, avec Dalibor et avec Thierry, en fait, on a eu des exemples justement un petit peu différents sur l'utilisation de données non structurées, mais aussi l'analyse de données, recherche sur Google Trends, l'analyse des données texte, en fait, et ça, c'est vraiment des choses qui complètent finalement l'analyse. Il y a aussi des travaux qu'on n'a pas présentés, mais qui ont été faits justement sur l'analyse des conversations qui sont faites sur les réseaux sociaux. Thierry disait, dès 2013, les premières élections 2013-2014 avec les élections au Québec, 2015, Canada, on avait développé justement des modèles pour analyser les tweets. Alors maintenant, on le fait, les journalistes l'utilisent, tout ça, mais en 2013-2014, c'était le début, finalement, où on arrivait à analyser les tweets sur les réseaux sociaux. Puis c'était les mêmes choses, en fait, c'est qu'on regardait sur quoi les conversations, en fait, portaient, à quel moment, et puis on a réussi, avec le temps, même à raffiner, en fait, ces modèles-là, parce qu'on s'est rendu compte que, évidemment, il y avait des robots qui tweetaient, il y avait des gens, il y avait des trolls, il y avait toute une série de choses. Et donc, aujourd'hui, on essaie de trouver des moyens d'analyser ces données textes. Et puis, on complétait un peu, Thierry le faisait avec les textes des banquiers centraux, un peu de l'analyse de sentiments. Donc, d'aller regarder, est-ce que c'était plutôt optimiste, pessimiste, négatif, alarmant, alarmiste, en tout cas, des choses comme ça, et d'essayer de regarder. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on approche évidemment de nouvelles méthodologies. Pour nous, c'est une façon, une richesse, en fait, d'aller le rechercher. Alors, je vais donner la parole maintenant. En tout cas, on va refaire venir mes collègues et on va inviter aussi Benoît, à qui je vais poser une petite question, donner la parole, en fait. Donc, Benoît a travaillé avec Thierry sur plusieurs projets et notamment sur les données non structurées issues des réseaux sociaux. Et on l'a vu, en fait, moi, je viens de donner un élément au niveau, finalement, qu'il peut y avoir des robots, des choses comme ça. Il y a aussi des opinions ou des choses comme ça qui sont transmises à travers ces réseaux. Alors, Benoît, j'aimerais en fait que tu nous parles un petit peu de ces méthodologies, mais aussi des limites qu'il pourrait y avoir, parce qu'en tant que chercheur, évidemment, on regarde bien, on les utilise à bon escient. Comme disait Dalibor, si on avait les vraies données, on n'aurait pas besoin d'aller chercher ce type de données-là, mais parfois, ça nous donne des belles prédictions, ou au moins en temps réel, c'est ça qui est important, qu'on pourra valider après ou pas, mais je pense qu'il y a des éléments. Alors, je vais passer la parole à Benoît, mais tous mes collègues, en fait, pourraient intervenir si vous le voulez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation, je me ferai un plaisir de le transférer à mes collègues. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, peut-être une parenthèse sur les réseaux sociaux parce que dans l'analyse des données non structurées, on va chercher beaucoup de données sur différents médias sociaux, sur les outils. Et il y a un côté extrêmement puissant, il y a un côté instantané, direct, non filtré. Dans l'exemple que Dalibor nous fournissait, quand quelqu'un se met à chercher sur les mots emploi, perte d'emploi, mais quelqu'un qui s'inquiète pour son emploi va commencer à aller chercher de l'information et on peut prévoir, on peut détecter des signaux faibles et prévoir de façon beaucoup plus tôt. On est capable aussi maintenant de pairer ces données-là. Donc,
avec votre numéro IP, on est capable, dans le fond, d'associer différents outils pour avoir un portrait global de ce que les individus font. Quand on rentre dans un magasin, le réseau Wi-Fi va faire un ping sur votre téléphone et on sait qui vous êtes. Donc, on est capable maintenant, avec les données de traçage, d'aller chercher ces choses-là. Et d'un côté, c'est extrêmement puissant. En même temps, il faut se rendre compte de ce que sont ces données-là. Et dans les réseaux sociaux, on retrouve des comportements qui sont révélés, on retrouve des données de localisation, on retrouve des liens entre les acteurs, mais on retrouve aussi des opinions, des sentiments. Et oui, on peut aller chercher des comportements, mais il faut bien comprendre aussi que ces plateformes-là et ces outils-là ne sont pas neutres et ont des intentions. On parle beaucoup de ce temps-ci de Meta / Facebook, là, vous pouvez prendre le nom que vous voulez, qui choisit les choses qu'on va nous présenter. Les démarches de ces grands joueurs-là pour prévenir la réglementation aux États-Unis sont très bien documentées. Et alors, il faut regarder ces données-là avec beaucoup de prudence et de compréhension, dans le fond, de ce que sont les intentions qui sont derrière. Parce que les joueurs qui les utilisent cherchent à faire quelque chose. Thierry mentionnait le travail qu'on avait fait sur les élections. On a regardé les données, on a utilisé les données Twitter des joueurs principaux pour les élections fédérales. Bien évidemment, ces joueurs-là tentent d'être élus. Alors, il ne faut pas ce n'est pas un sondage neutre qu'on va utiliser ces données-là. Il faut essayer de comprendre un peu quelles opinions ces gens-là sont en train d'essayer de nous transmettre et comment on essaie d'être stratégique dans l'utilisation. Alors, je pense que quand on utilise ces données-là, il faut y aller avec une prudence puis une clarté d'esprit sur ce que sont ces données-là par rapport aux données traditionnelles qui étaient peut-être plus neutres. Quand on utilise aussi les apprentissages machines, se rendre compte des biais historiques, par exemple, qui peuvent être dans les données. Parce que si on ne s'en rend pas compte de ça, on va simplement reproduire ces biais. Merci Benoît. Est-ce que Thierry ou Dalibor voulaient intervenir? Je disais, s'il y en a certains dans la salle qui avaient des questions, n'hésitez pas à l'écrire ou en tout cas à lever la main. Je pourrais vous donner la parole. On est en mode réunion, donc si certains d'entre vous voulez répondre. C'est sûr que Benoît, tu nous apportes évidemment les limites, on les prend en compte à chaque fois, puis on regarde, mais c'est intéressant quand même de pouvoir justement se dire que c'est une autre source de données qui est là quand même et qui informe et qui, à l'ère notamment des fake news, des choses comme ça, on le sait que ça peut avoir un impact. Même les recherches, en fait, pourraient être un peu différentes. Mais je pense que ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder, en fait, de l'utiliser comme une source complémentaire et encore une fois, de tenir compte des biais et des éléments. Je vois qu'il y a une personne qui lève la main. Alors, attendez, je vais juste aller voir. Ali. Alors, vas-y, Ali, si tu veux intervenir. Merci, Nathalie, pour cette présentation. Et puis, c'est très, très intéressant. Je suis content parce que j'ai un problème spécifique, c'est l'occasion de le poser, parce que j'ai vu beaucoup de recherches qui utilisent ces données, surtout le Google Trend, sachant que Google déjà ajuste l'offre de l'information par rapport à la demande d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les utilisateurs rentrent un mot-clé, mais ils vont suggérer d'autres mots-clés, ils vont diriger aussi les recherches vers d'autres sites qui sont connexes. Donc, cet apprentissage-là, déjà, il crée des corrélations entre des thématiques et puis… alors, quand on regarde un peu à travers dans les séries chronologiques, est-ce qu'on n'est pas en train de mesurer, quand on cherche des corrélations, cet apprentissage que Google fait? Et au fait, c'est la façon comment on dirige les personnes vers des sites qu'on crée ces corrélations, au fait qu'on retrouve dans les séries chronologiques, les problèmes de co-intégration. Et puis, c'est la question que j'ai et je ne sais pas comment on peut traiter cette déjà corrélation qui est imbriquée dans les données. Bon, je me sens interpellé. Pas besoin de le dire. je vais tenter de répondre. Oui. En fait, même de façon plus générale, ce que je voulais dire, là, c'est ça dépend à quelle est l'utilisation de ces données-là qu'on fait.
Si c'est dans le cadre purement prévisionnel, là, je vous dirais que ce n'est pas un problème du tout, là, parce que ça génère des corrélations fictives ou pas là, entre ces données-là, tant et aussi longtemps que ça nous aide à prévoir un phénomène macroéconomique ou autre, ça marche. Là où ça peut poser problème, c'est si on cherche à mesurer un phénomène ou à mesurer un concept avec ces données-là, et que là, les potentiels biais que vous soulevez, bien, c'est là qu'ils pourraient jouer un rôle. Merci. Merci, Dalibor. Si je peux ajouter aussi, donc, moi, je suis donc ma dimension épistémologique d'aujourd'hui, du jour, c'est que, par exemple, les données de Google Trends sont aussi localisées. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir des pays, vous pouvez choisir vous pouvez adapter ça, faire une comparaison internationale, donc comparaison temporelle, comparaison internationale. Dalibor mentionnait le premier article de Choi et Alverian en 2009 sur le marché automobile. Ça a été une révélation en fait de lire cet article et de se dire c'est vrai que waouh, ça va dans toutes les directions. Il y a eu des essais sur les propagations de la grippe, la simple grippe. Donc vous pouvez imaginer avec la Covid d'aujourd'hui, on est à un stade de l'humanité où on a énormément de puissance de calcul, énormément de données, et on a des connaissances dans des domaines, et c'est ce qu'on appelle la science des données. Hein. C'est les statistiques, mathématiques, le code, la puissance du code, la puissance de calcul, et puis les données du domaine et l'expertise du domaine. Donc, c'est vraiment ça, la science des données. Ce n'est pas seulement des gens qui sont bons en informatique, ce n'est pas seulement des gens qui sont bons en statistique. C'est un mélange c'est multidisciplinaire, la science des données, c'est un mélange de ces trois dimensions. Et avec toutes ces nouvelles données, là, on est vraiment au début d'une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme. Et il faut plein de monde qui rentre là-dedans, en fait, pour pouvoir avoir plein de nouvelles réponses et puis toucher aussi les limites, comme le mentionnait Benoît, toucher les limites, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et à nouveau, ça prend de l'expertise, ça prend des gens du domaine également. Il y a un point intéressant aussi qui a été soulevé dans ta présentation, particulièrement Thierry, quand tu disais il y a des discours institutionnels, corporatifs, et il y a le discours de la discussion, de la réponse aux journalistes. Et là, ça, c'est des choses aussi qui sont complémentaires. J'imagine que là, dans certains de nos partenaires, il y en a qui écrivent en fait les documents développement durable et les discours des PDG ou des décideurs. Et on le voit, il y a des messages qu'on veut faire passer, mais il y a aussi après toutes les autres questions et les sujets qui sont abordés. Donc ça, c'est aussi complémentaire parce que maintenant, avec nos méthodes, notamment, on est capable, on est dans le cas de la COP26, on faisait une analyse en fait de tous les rapports de développement durable, on a essayé de regarder ça, puis on se rendait compte que finalement, parfois, il y a même des mots scientifiques qui sont mis dans les rapports pour montrer qu'en fait, on est inquiet. Et en fait, quand on regarde en réalité le mot, et quand on parle à un scientifique, il dit ce n'est pas du tout le mot qu'il fallait utiliser, ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, qu'on parle de gaz à effet de serre ou de différents niveaux, dans le contexte de l'entreprise, ce n'est pas le cas, mais la personne qui a écrit le rapport voulait montrer qu'on avait à cœur ce genre de problème et qu'on le faisait. Donc, il y a vraiment des éléments intéressants qu'on va pouvoir aller regarder aussi par rapport à ça, puis évidemment, qui vont compléter nos analyses. En tout cas, donc j'ai encore le temps pour une petite question pour cette première partie, en fait. Et puis, est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce que c'est correct? Sinon, je vais passer la parole à Ingrid qui va… J'allais juste ajouter un élément. Ce qu'il faut faire attention, là, c'est quand on veut utiliser de point de vue structurel ou causal, que ce soit les données de texte, par exemple, ou des données basées sur les discours, etc., c'est naturel qu'il y ait de l'endogénéité, dans le sens que si nous, maintenant, on cherche à comprendre ou on cherche à sortir de l'information utile de tous ces discours-là, bien, la prochaine fois que quelqu'un va prononcer un discours ou va écrire un texte, il va y penser aussi. Il va en tenir compte. Okay. Et donc, là, on rentre dans un cercle. C'est le chien qui court après sa queue. Donc, il faut faire attention si on veut utiliser ces données-là de point de vue structurel. Un exemple, les gens ont déjà montré que utiliser des états financiers ou des articles financiers, donc
Wall Street Journal, etc., ça pouvait aider à prévoir les prix d'actifs, des rendements d'actifs. Mais une fois que ça devient l'information commune, là, sachez qu'on ne sera plus capable d'utiliser cette info-là pour prévoir les rendements d'actifs. OK? Parce que le marché va l'incorporer. Donc, même au moment où les gens vont écrire ces articles-là, bien, ils vont incorporer le fait que ça peut influencer les prix et ainsi de suite. Donc, c'est un petit bémol, mettons, au niveau de l'utilisation. Il faut penser aussi à la personne qui écrit les textes. Non, c'est ça. C'est pour ça que je le disais, parce que c'est comme dans les tweets, en fait, dans les analyses, des choses comme ça, on le sait qu'il y a ces éléments-là, mais quand même, en fait, avec la quantité de textes qui sont produits, là, il reste quand même des tendances. C'est comme la quantité de tweets qui sont tweetés, enfin, je veux dire, qui sont mis là. On le voit aussi, en tout cas. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Je vais passer la parole à Ingrid, en fait, qui va clôturer cet atelier et qui va donner un petit mot à nos partenaires qui sont présents. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Puis moi, je tenais vraiment à remercier aujourd'hui nos conférenciers, donc Benoît Aubert, Thierry Varin et Dalibor Stevanovic, et notre animatrice aujourd'hui qui a présenté vraiment tous les travaux de Cyrano, Nathalie de Marcellis. Merci vraiment, un grand merci à tous, un grand merci également à tous les participants. Je vais juste rappeler que les vidéos, les rapports, tout va être disponible sur notre site web, en fait, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Donc, encore un grand merci à vous.